Alizé Lozakmer, qui a tout juste sorti d'école de commerce. Alizé rejoint le mouvement Make Sense. Le principe est simple. Partout dans le monde, des entrepreneurs sociaux développent des nouveaux modèles d'entreprise pour résoudre les enjeux sociaux et environnementaux actuels. Autour d'eux, des citoyens souhaitent s'engager pour leur société. Et depuis 4 ans, ce sont plus de 30 000 citoyens du monde qui ont mis leurs idées au service de ces 2000 entrepreneurs. Aujourd'hui, Alizé va nous parler d'engagement et d'innovation. Quand citoyens et entrepreneurs inventent de nouveaux modèles de société. C'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Alizé, bienvenue. Bonjour. Alors, comme on vient de le dire, j'ai une mission aujourd'hui qui est de vous parler d'engagement et d'innovation. Et puis ce matin, on a rajouté une responsabilité qui est celle de ne pas vous faire perdre les 35 minutes à venir. Donc, je vais essayer de répondre à cet enjeu. Je vais commencer d'abord par vous parler d'histoire, puisque je pense que c'est le plus important, d'histoire de personnes que j'ai croisées pendant ces dernières années. Je vais commencer par Aurélia. Alors Aurélia, il y a 3 ans, elle sortait d'une école d'ingénieur. Elle avait appris beaucoup de choses sur les sciences et sur l'innovation. Et puis elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de sa vie. Et puis là, elle a découvert un programme où elle pouvait pendant 3 mois utiliser sa créativité, ses compétences, ses idées pour aider un projet qui s'appelle Passeport Avenir. Donc Passeport Avenir aide des jeunes qui sont dans des quartiers difficiles, des jeunes en situation difficile, à se réinsérer et puis à trouver un emploi. Passeport Avenir avait un enjeu qui était celui de créer un référentiel de compétences pour que les jeunes qui sont aidés puissent assurer leurs compétences et puis vendre tous les projets qu'ils avaient pu faire auprès d'entreprises. Et donc, on fait appel à ce groupe d'étudiants dont Aurélia faisait partie pour créer ce référentiel de compétences. Donc pendant 3 mois, Aurélia, en fin d'études, sur les soirs, sur les week-ends, elle est allée à la rencontre de ces jeunes. Elle est allée à la rencontre de l'association Passeport Avenir. Avec l'équipe des 8 étudiants, ils ont commencé à concevoir ce référentiel de compétences qu'ils sont allés soumettre à ces étudiants, à l'association, à des entreprises. Et puis au bout de 3 mois, ils avaient réussi à prototyper, à tester ce référentiel de compétences. Et du coup, à l'issue de cette expérience, Aurélia, elle avait passé 3 mois à utiliser tout ce qu'elle savait faire, ses idées, sa créativité, pour créer un outil, un projet qui avait un vrai impact sur la société, puisqu'il allait permettre à des dizaines et des centaines de jeunes dans les années à venir de pouvoir valoriser toutes les compétences qu'ils avaient acquis pendant leurs différents projets pour pouvoir accéder plus facilement au marché de l'emploi, même si leur profil au départ sortait un petit peu de l'ordinaire. Alors Aurélia, elle s'est dit, mais je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas aller chercher un emploi classique d'ingénieur dans une industrie, je veux continuer. Et donc du coup, Aurélia, elle a rejoint cette structure qui organise ces programmes avec des étudiants. Et donc aujourd'hui, son métier, c'est d'accompagner ces étudiants dans ces processus d'innovation pour aider différents projets qui ont tous le point commun de faire du sens, de résoudre des enjeux de société, des enjeux sociaux ou environnementaux. Et puis après Aurélia, je voudrais vous parler d'Olivier. Olivier, ça faisait 15 ans qu'il travaillait chez Orange et donc son métier lui plaisait bien. Mais Olivier, il est sourd de naissance. Et puis, depuis quelques années, il avait une petite idée qui lui trottait dans la tête quand même. Je travaille chez Orange, je suis sourd, je ne peux pas téléphoner. Qu'est-ce que je peux faire pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner ? Puisque téléphoner, c'est quand même un lien très direct, très concret aux émotions, aux personnes, dans des situations d'urgence, à des dispositifs d'aide. Et donc, téléphoner, c'est quand même assez important. Et donc, Olivier, il a commencé avec un ami à lui, développeur, à imaginer une application mobile qui pouvait permettre aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner, puisqu'une application qui allait traduire en simultané la parole en texte. Et puis chez Orange, ce n'était pas possible de développer un tel projet. Alors Olivier, il a quitté son travail et puis il a monté la start-up qui s'appelle Roger Voice. Et donc il a développé avec son ami Sydney cette application mobile. Ça fait 2 ans que Olivier a commencé ce projet. Et aujourd'hui, l'application a levé plusieurs centaines de milliers d'euros et a des utilisateurs d'environ 45 pays du monde.
Et je vous passe les commentaires et les témoignages de personnes qui, pour la première fois de leur vie, à 40 ans, à 50 ans, peuvent téléphoner à leur mère pour se donner des nouvelles. Et donc Olivier a là une belle start-up dans les mains qu'il continue de développer et qui va permettre, on l'espère tous, dans quelques années, à toutes les personnes sourdes et malentendantes sur Terre de téléphoner. Et puis, je voulais aussi vous parler de Paul. Alors, Paul, lui, il travaille dans une grande entreprise qui vend de l'eau. Et puis, Paul, il est aussi assez passionné par tout ce qui est les techniques alternatives. Il se dit que pour vendre de l'eau, on peut faire autre chose que construire des énormes centrales ou que construire des énormes tuyaux. Et puis, Paul, c'est un ingénieur. Alors, sur le terrain, il bidouille un peu. Et puis, il a conçu un système qui permet de pouvoir gérer les eaux pluviales grâce à des capteurs et donc à faciliter, je vous passe les détails techniques, à faciliter l'infiltration des eaux dans des eaux pluviales dans des zones humides grâce à des capteurs, de pouvoir le monitorer. Alors Paul, contrairement à Olivier, il s'est dit, moi je ne veux pas quitter mon entreprise, mais par contre, je vais hacker mon entreprise. Ce projet-là, même si mon entreprise, elle vend des tuyaux, elle vend des centrales, je vais le développer au sein de mon entreprise. Puis petit à petit, du coup, il a convaincu ses collègues, il a convaincu son département innovation, il a convaincu même le COMEX de lui laisser la place au sein de cette entreprise pour développer son projet. Demain, son projet, potentiellement, ça peut éviter des dizaines, des centaines de milliers, des millions, voire d'investissements pour pouvoir gérer les eaux pluviales d'une façon nouvelle et d'une façon beaucoup plus responsable et protectrice de l'environnement. Toutes ces personnes, Olivier, Aurélia, Paul, elles ne s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais elles partagent quelque chose en commun. C'est qu'elles s'engagent, elles innovent, elles débroussaillent des nouveaux chemins pour résoudre des problématiques de société. Chacun à leur façon, il y a des problématiques qui leur tiennent à cœur. C'est l'éducation et l'insertion par l'emploi, c'est la protection de l'environnement, c'est l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes. Et ils décident de s'engager pour le faire. Des personnes comme ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a des milliers sur cette planète. Et que j'ai la grande chance, depuis 3 ans, de rencontrer ces personnes. Comment ça s'est passé ? Il y a quelques années, je sortais d'une formation, je sortais de HEC Entrepreneur, et puis je me suis dit, l'entrepreneuriat c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut le mettre au service d'une meilleure société, entre guillemets ? Comment est-ce qu'on peut faire qu'entreprendre ait de l'impact ? Et puis là, j'ai croisé la route d'un petit groupe de personnes qui étaient en train d'inventer un projet qui s'appelle Make Sense. Alors, ils étaient un petit peu fous, hein, je vous l'avoue. Et puis, ils se disaient, on sent qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça qui souhaitent s'engager sur des problématiques de société, qui ont envie de donner de leur temps, mais plus que de leur temps, qui ont envie de vraiment de contribuer avec leurs compétences, avec leur créativité, comme Aurélia, par exemple. Et puis, à côté de ça, il y a des pionniers, comme Olivier, comme Paul, qui montent des projets pour résoudre ces problèmes de société. Ces projets, ils sont innovants, ces projets, ils sont impactants, et ces projets, ils sont aussi viables. Derrière tous ces projets, il y a des vrais modèles économiques qui permettent de les soutenir dans le temps. Et donc, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une communauté de personnes partout dans le monde où on connecterait tous ces gens qui ont envie de contribuer, tous ces citoyens qui veulent avoir un impact sur les problématiques de leur société, et puis tous ces entrepreneurs, qu'on appelle nous des entrepreneurs sociaux, qui agissent comme des pionniers pour les résoudre et pour montrer qu'on peut inventer des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de société, et qu'ensemble, on peut créer une société qui soit plus responsable et qui soit plus durable. Et donc, on a créé Make Sense. C'était il y a 5 ans. Et puis aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 citoyens qui nous ont rejoints pendant des événements, pendant des ateliers, et qui ont soutenu l'espace de 2 heures, de 3 heures, parfois de 3 mois, ces entrepreneurs sociaux. Aujourd'hui, Make Sense, donc, c'est des communautés qui sont dans une centaine de villes du monde et qui repèrent tous les entrepreneurs qui sont autour d'eux, tous ces entrepreneurs sociaux qui ont un impact sur des problématiques qui leur tiennent à cœur et qui décident de les aider pendant des ateliers de 2 heures, pendant des événements d'1 jour, pendant des programmes de 3 mois. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'avec Make Sense, on a prototypé, on a testé plein de nouvelles choses, dont 3 dont je voulais vous parler. Qui j'espère vous inspireront, qui sont ces nouvelles façons qu'on a d'apprendre, ces nouvelles façons qu'on a d'entreprendre et ces nouvelles façons qu'on a de collaborer. Pour nous, ces 3 pans sont essentiels si on souhaite
répondre et apporter des réponses durables et soutenables à tous les enjeux de société qu'on rencontre aujourd'hui. Ces enjeux, je n'ai pas de slide pour vous les montrer, mais l'ONU les a formalisés. Il y en a 17, les 17 objectifs du développement durable. Et pour nous, si on arrive à mettre en place ces nouvelles façons d'apprendre, d'entreprendre et de collaborer, on peut peut-être tous ensemble, citoyens, entrepreneurs et organisations, réussir à résoudre ces problématiques. D'abord, ces nouvelles façons d'apprendre. Je pense que je ne l'apprends à personne. C'est sûrement par l'éducation qu'on réussira à changer le monde, puisque si les jeunes générations apprennent de façon différente et souhaitent s'engager de façon différente, c'est tout de même eux qui inventeront notre futur. Aujourd'hui, comme je vous le disais, Aurélia, elle a réussi à mettre ses compétences, ses idées, sa créativité au service de projets qui changent les choses. Et si on inventait une école où, au lieu d'apprendre des compétences, au lieu d'apprendre la comptabilité, au lieu d'apprendre la gestion, au lieu d'apprendre des sciences dures, on apprenait à résoudre des problèmes. À l'heure où demain, beaucoup de nos métiers vont être peut-être, sûrement, remplacés par des machines, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on a besoin d'apprendre et de savoir si on veut créer et mettre en place une société qui soit plus durable et plus inclusive? On a besoin de savoir collaborer, on a besoin de savoir résoudre des problèmes, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin d'être créatif, tout ce que les machines, pour l'instant en tout cas, ne savent pas encore faire. Et si on crée une école où, à la place d'apprendre donc toutes ces compétences-là, on apprenait à résoudre le problème de société qui nous tient à cœur. On arrive dans l'école et puis on se dit, moi ce qui m'intéresse, c'est les modèles d'agriculture durable. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion sociale des plus pauvres. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et pendant ces études, on apprend toutes ces compétences dont on a besoin, orientées vers cet objectif. Demain, toute la société, toutes les personnes seraient donc engagées pour créer un impact, pour créer de la valeur, et puis elles auraient dans les mains tous les outils qu'elles souhaitent pour accomplir leur objectif. Cette école, on est en train de la prototyper à Dakar, puisque c'est à Dakar en fait, qu'on a rencontré le premier directeur d'école qui partageait notre vision. Et donc, on a un programme de 3 ans à Dakar où les étudiants sénégalais choisissent un des objectifs du développement durable sur lesquels ils veulent s'engager. Alors, ça peut être, comme je le disais, sur l'agriculture durable, ça peut être sur le recyclage des déchets, qui est un vrai enjeu en Afrique, ça peut être sur l'inclusion des enfants pauvres dans les rues de Dakar. Et puis, ils ont différents modules, différentes activités qui leur permettent d'apprendre tout en résolvant ces problématiques. C'est des choses à la fois techniques, à la fois théoriques, et puis très pratiques, où on va repérer autour d'eux quels sont les entrepreneurs qui répondent à ces problématiques pour lesquelles ils souhaitent s'engager, et puis ils vont sur le terrain les aider. Demain, nous, on rêve que cette école-là, que tous les étudiants de France et d'ailleurs puissent apprendre de cette façon, puissent apprendre en s'engageant sur les problématiques de société, sociales ou environnementales qui les touchent, et puis qu'ils créent leur parcours ainsi, et que ces étudiants deviennent entrepreneurs ou deviennent cadres dans une entreprise ou deviennent fonctionnaires dans un ministère. Ils auront en eux cette volonté, cette capacité, ces outils et ces connaissances pour résoudre les enjeux qui leur tiennent à cœur. Et je suis sûre qu'on pourrait mettre en place de grands changements de cette façon. Et puis, après ces nouveaux modes d'apprendre, on a des nouvelles façons d'entreprendre. En effet, quand je vous parlais d'Olivier, Olivier, il a monté une start-up. Olivier, c'est un start-upper. Mais sa mission, c'est quand même de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner. Aujourd'hui, l'entrepreneur, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est un peu le nouveau héros des temps modernes. Moi, quand j'étais à HEC, quelques années avant, c'était la majeure finance que tout le monde s'arrachait. Et puis, 2 ou 3 ans avant que j'arrive, ça a commencé à être le master entrepreneur. Et puis là, maintenant, c'est vraiment le plus couru et le plus difficile à avoir. Mais qui dit héros des temps modernes dit à la recherche d'une certaine quête. Et je pense que c'est important de revenir à ça. Quand on est entrepreneur, quand on cherche à créer un nouveau modèle, une nouvelle société, qu'est-ce qu'on recherche in fine ? Tous les entrepreneurs avec lesquels on travaille au quotidien, leur première mission, c'est pas d'être start-upper, leur première mission, c'est pas de faire des millions. Leur première mission, c'est de résoudre, de trouver une solution qui soit viable et qui soit pertinente à un problème de société qui leur tient à cœur et pour lequel ils se disent c'est pas possible qu'on n'ait pas encore trouvé de réponse, c'est pas possible qu'on continue à faire de cette façon.
Et c'est ça qui leur donne la motivation d'entreprendre, et c'est ça qui leur donne la motivation année après année de continuer. La bonne nouvelle, c'est que des entrepreneurs sociaux comme eux, il y en a depuis des générations et des générations. L'abbé Pierre, à sa façon, était un entrepreneur social. Coluche, à sa façon, était un entrepreneur social. Ce qui change avec notre génération, c'est qu'on a aujourd'hui, en plus d'un environnement qui nous pousse de plus en plus à vouloir créer de l'impact et de la valeur, on a des outils dans les mains qui font qu'on est la génération de tous les temps la plus puissante aujourd'hui pour pouvoir réussir à répondre à ces objectifs. Mohamed Younous, qu'on a la chance de connaître, le prix Nobel de la paix qui a inventé le microcrédit, dit qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas besoin d'être des super-héros pour changer le monde. Puisqu'en effet, aujourd'hui, on a des technologies digitales, d'autres types de technologies, qui nous donnent aujourd'hui des armes et des forces qui étaient insoupçonnées il y a quelques années encore. Ces technologies, elles nous permettent de nous connecter, elles nous permettent de nous informer et elles nous permettent de passer à l'action. Et du coup, ces nouveaux entrepreneurs qu'on accompagne, ils arrivent à faire le lien, à faire la passerelle entre ces nouveaux outils qui nous offrent des horizons insoupçonnés et leur mission qui est de résoudre des problématiques de société. Et donc, on voit émerger ces nouveaux modèles, à la fois très innovants, très technologiques, mais qui réussissent à avoir un impact à l'échelle locale. Alors, un des premiers exemples que j'ai envie de vous donner, c'est évidemment Make Sense, puisqu'aujourd'hui, Make Sense, en tant que projet, a réussi à mobiliser des dizaines de milliers de personnes partout sur la planète, et tout ça avec un seul outil qui s'appelle Facebook, où on arrive à la fois mobiliser des communautés locales sur le terrain, mais qui font partie d'un grand mouvement qui les incite à toujours aller de l'avant parce qu'ils sont connectés sur Facebook. C'est le projet d'Olivier qui utilise la technologie de la traduction et puis la technologie de la téléphonie pour redonner aux personnes sourdes et malentendantes les moyens de communiquer. C'est Barthélémy et Thibault qui développent un projet qui s'appelle Les Talents d'Alphonse, qui est une plateforme qui connecte très simplement des seniors qui ont des talents et des compétences avec des personnes qui souhaitent apprendre à coudre, qui souhaitent apprendre la mécanique, qui souhaitent apprendre le bricolage. Et donc, simplement avec une plateforme web, aujourd'hui, les Talents d'Alphonse recréent des dizaines et des centaines de liens entre des personnes seniors qui parfois ont un petit peu le sentiment d'être mis en marge de la société et des personnes actives qui redécouvrent des savoir-faire. Et tout ça grâce à la force de la technologie, puisque même si ces échanges existent à l'échelle micro-locale, aujourd'hui, la technologie permet de le faire à grande échelle et partout en France. C'est le projet MyFuture qui développe des applications pour favoriser l'orientation scolaire et professionnelle d'étudiants dans des quartiers difficiles. C'est tous ces projets-là qui aujourd'hui sont portés par des entrepreneurs qui deviennent des véritables startups, mais qui ont pour mission première de résoudre une problématique sociale et surtout de créer de la valeur pour se dire que les modèles d'avant ne sont plus forcément les modèles pertinents aujourd'hui et que de nouvelles voies existent. Et puis ces entrepreneurs, finalement, ils sont gentils, ils sont passionnés, ils sont pleins d'énergie, et puis ça concerne des dizaines, des centaines de personnes, des milliers de personnes. Mais ce qu'on s'est dit au bout d'un moment, c'est que ces entrepreneurs, tout seuls, juste avec la force de leurs petits bras, ils n'allaient pas changer le monde. Que si d'un côté on inventait, ils n'allaient pas changer le monde tout seuls, pardon. Que si d'un côté on inventait ces nouvelles solutions et puis qu'on les portait, qu'on les développait, mais qu'à côté de ça, les grandes organisations qui aujourd'hui ont un pouvoir d'impact et de frappe incroyable, que sont nos entreprises et nos organisations publiques, si de ce côté-là, on ne changeait pas non plus, on allait beau avoir inventé plein de solutions, on allait de l'autre côté continuer à recréer les mêmes blocages et les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles façons de collaborer, des nouvelles façons de travailler qui sont possibles pour que tous ensemble, ces entrepreneurs, ces citoyens qui apprennent de façon différente, mais aussi nos organisations, vos organisations, travaillent de façon différente pour pouvoir faire partie de ce même mouvement. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, puisque sur cette base-là, on s'est dit, bon, très bien, mais comment faire travailler avec des entrepreneurs, travailler avec des étudiants, avec des citoyens, c'est plutôt facile, mais qu'est-ce qu'on fait pour aller travailler avec nos entreprises, avec nos organisations publiques? En fait, on a été assez étonnés, c'est qu'eux-mêmes sont venus nous voir avant que nous-mêmes allions les voir, assez intéressés par ces nouvelles façons d'apprendre, ces nouvelles façons de travailler, ces nouvelles façons de créer de l'impact.
Et on a vu qu'ensemble, en fait, on pouvait faire des grandes choses. Au sein de Make Sense, on expérimente des nouvelles façons de travailler et puis d'organiser des dizaines, des centaines, des milliers de personnes partout sur la planète avec des mécanismes de collaboration, des mécanismes de partage de l'information. Alors aujourd'hui, c'est Facebook, mais ça peut être d'autres outils, avec des nouvelles mécaniques de valorisation des personnes qui font les choses en grand et qui inspirent tout le reste du groupe. Et du coup, ces nouvelles façons de collaborer, ces nouvelles façons de travailler, elles sont très très pertinentes également pour réinventer nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, en se disant que si on arrive à remettre de l'humain au centre, si on arrive à remettre beaucoup plus de collaboration au sein de toutes ces organisations, elles sont, je pense que vous êtes bien placés pour le savoir, avant tout faites d'humains, avant tout faites d'hommes qui ont eux aussi, vous aussi, avaient envie d'avoir un impact positif et de créer des modèles qui soient pertinents. Donc du coup, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'entreprises, même avec un certain nombre de ministères, c'est vous dire, sur la mise en place de nouveaux modèles de collaboration et d'organisation en interne qui permettent de remettre l'humain au centre et qui permettent d'horizontaliser, entre guillemets, ces organisations en se disant que de cette façon, on arrivera très certainement à inventer des nouvelles choses, à être beaucoup plus créatif, innovant et finalement impactant. Alors, il y a plein de choses dont je pourrais vous parler qui sont intéressantes dans ces nouveaux modèles qu'on met en place. Peut-être 4 éléments assez intéressants, qui est comment est-ce qu'on recrée un sentiment d'appartenance et de mission partagée au sein de ces organisations. On travaille en ce moment, par exemple, avec le ministère de l'Éducation. Il y a des profs partout qui innovent, mais qui ne se sentent pas du tout soutenus. Comment est-ce qu'on peut mettre en place au sein du ministère un dispositif pour que toutes les innovations de tous ces professeurs dans leur collège ou leur lycée, elles bénéficient à l'ensemble de l'organisation? Imaginez le département innovation du ministère de l'Éducation. Donc créer ce sentiment d'appartenance et recréer ce sentiment de mission commune au sein de toutes ces organisations. Créer les bons outils de communication et de partage de l'information, de partage des idées. Comme je vous le disais, le professeur à Pau qui innove, comment est-ce que son collègue à Grenoble peut savoir ce qu'il est en train de faire? Donc comment est-ce qu'on met en place des nouveaux modèles de communication? Les réseaux sociaux en sont une partie de la réponse, mais pas que. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à valoriser les gens qui font des choses bien afin d'inspirer et de créer comme ça des mouvements au sein de ces organisations. C'est exactement ce qui se passe dans Make Sense, où quelqu'un qui, au Brésil, va innover et trouver un nouveau format d'événement, par exemple. Et ben en fait, aux Philippines, il y a quelqu'un qui va pouvoir le voir et puis qui va se dire « Mais vraiment, c'est génial ce qu'il fait. Et si je faisais la même chose ?» Et comme on lui a ouvert cet espace d'action pour faire la même chose, et c'est le 4e pilier, ouvrir des espaces d'action. Comme on lui a ouvert cette possibilité de dire c'est génial ça, moi aussi je le fais, et puis personne ne m'en empêche. Et du coup, on arrive comme ça à créer des véritables mouvements et des innovations en chaîne. Il reste quelques minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser la parole. En guise de conclusion, avant quelques questions, si jamais il y en a. On est tous partis de cette aventure dans Make Sense avec simplement cette volonté d'inventer des nouvelles choses et de se dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer de la valeur sociale et environnementale, comment est-ce qu'on peut soutenir ces innovateurs, ces pionniers qui, avec leurs petites mains, créent des nouveaux modèles qui nous paraissent pertinents pour la société. Et puis comment est-ce qu'on peut engager autour d'eux des citoyens qui ont juste envie de les aider. Et de là, en fait, on a tiré la pelote de laine en se disant que si on arrivait à changer la façon dont on apprend, la façon dont on entreprend et la façon dont on collabore, en fait, c'était peut-être pas simplement ces quelques volontaires et ces quelques entrepreneurs qu'on allait pouvoir soutenir, mais c'est l'ensemble de la société qu'on allait engager dans une action collective pour résoudre ces 17 objectifs du développement durable. C'est très, très ambitieux, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à petite échelle et sur certaines problématiques, ça marche. Et du coup, ça nous donne toute la confiance pour continuer pour les 20 années à venir, voire plus, pour continuer dans ce mouvement. Et alors, je sais que demander des questions de la salle, c'est un petit risque, parce que la première question est toujours la plus dure. Mais il paraît qu'il faut prendre les risques et qu'il faut passer à l'action avant d'être inspiré. Alors du coup, je me suis dit que j'allais le tenter. Oui. Ah, merci. Une première question. C'est celle qui fera venir les autres. Vous avez parlé de communautés, une centaine si j'ai bien entendu. Ces communautés partagent toutes les mêmes problématiques, les mêmes approches, ou elles ont de leurs spécificités?
c'est à travers le monde. Donc, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, très intéressant comme question. Ces communautés, elles partagent toutes la même mission, qui est de se dire on a envie de soutenir des entrepreneurs sociaux dans notre ville, dans notre pays. Et donc, nous, on a commencé ici à Paris, puis en Europe, donc avec un certain nombre d'outils. Et en effet, certains outils, on a essayé de les utiliser. Je parlais de Dakar, les Philippines, au Liban. Ça marche pas forcément, marche pas forcément pareil. La force de ces communautés, c'est qu'elles sont avant tout impulsées par des personnes qui habitent dans ces pays, des locaux. C'est pas moi qui vais aller à Dakar et apprendre comment est-ce qu'on va faire un atelier. Et donc, en fait, on a vu plein d'innovations qui sont nées sur le terrain, justement pour s'adapter à ces spécificités locales. Je vous donne un exemple très très bête. On a un format qui s'appelle Sense Drink. C'est des moments conviviaux où les membres de la communauté se retrouvent le soir, sans forcément être avec des entrepreneurs, sans forcément faire des ateliers, mais c'est juste pendant 2-3 heures, les gens se retrouvent. Et en fait, c'est là qu'on rencontre des gens qui partagent nos mêmes passions et puis qu'on se fait des amis. Un Sense Drink, généralement, il y a de la bière ici. À Dakar, autant vous dire que ça ne marche pas du tout, qu'il n'y a pas du tout cette culture, en tout cas avec les personnes avec lesquelles on travaillait, d'aller boire des verres le soir. Mais alors, eux, ils font le Sense Ataya. C'est le thé traditionnel du week-end. Et donc, en fait, ils se retrouvent d'une façon complètement différente. Alors, on a essayé 2 Sense Drinks, 3 Sense Drinks, ça ne marchait pas. Et ben, les gens locaux ont dit, mais changeons. Donc, c'est un tout petit exemple assez trivial, mais c'est pour montrer qu'aujourd'hui, la force de ces communautés, c'est aussi de partager un sentiment commun et du coup de se sentir un peu galvanisé en se disant, mais en fait, c'est pas juste moi et moi, mais c'est moi et des milliers d'autres personnes dans le monde. Mais par contre, en fait, c'est quand même moi dans mon territoire. Et donc, je fais les choses qui me paraissent le plus pertinentes pour répondre à cette mission commune. Excusez-moi, autre question. Du coup, moi, je vous découvre aujourd'hui. J'en suis ravie. Comment est-ce que vous touchez le maximum de personnes justement sur votre engagement, vos missions, tout ce que vous voulez faire? Donc, on est Inspiration Day, c'est super. Et cette inspiration, comment est-ce que vous la partagez auprès de publics comme moi? Enfin, je fais partie des seniors et donc j'aimerais bien pouvoir relayer aussi tout ça. Mais effectivement, si je n'ai pas accès à tout ça, où est-ce que je vais? Comment je fais? Ce genre de choses. Deuxième question très intéressante. Comme toute communauté, on a commencé avec les early adopters. Donc au début, c'était des jeunes très connectés, c'était des jeunes dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Puis petit à petit, on s'est dit, il faut étendre tout ça. Et donc aujourd'hui, on a créé depuis quelques années un certain nombre de dispositifs, plus d'inspiration, parce qu'à la base, Make Sense, c'est venir à des ateliers de créativité, c'est quand même un peu engageant. Et donc, on a développé toute une gamme à la fois d'événements artistiques et aujourd'hui, on développe un média en se disant qu'en fait, pour toucher un plus large public, il fallait commencer en allant un cran au-dessus et que donc, en fait, c'est en publiant du contenu, en organisant des événements ouverts à tous, que en fait, les gens allaient venir parce qu'ils voient un article intéressant qui passe sur un blog qui est relayé potentiellement par leurs médias, ou alors ils voient un événement, un concert, et puis ils s'y rendent. Et en fait, par là, on commence à les inspirer en leur présentant des entrepreneurs sociaux et petit à petit en leur montrant qu'ils peuvent passer à l'action. Après, c'est un vrai sujet. C'est le vrai sujet des communautés, c'est comment est-ce qu'on grossit. Et donc, c'est un sujet en cours. Et après, il y a des événements comme aujourd'hui, par exemple, ou un tas d'autres opportunités pour se faire connaître. Je crois qu'on a une autre question. Fanny. Félicitations pour votre projet, c'est grandiose. J'imagine que comme tout projet, vous avez dû être confronté à certaines limites. Du coup, quelles sont les limites auxquelles vous avez dû faire face? Oui, beaucoup de limites, beaucoup de challenges, on va dire, parce que c'est un peu le cœur de notre modèle, qui est comment est-ce qu'on aide ces entrepreneurs à résoudre leurs challenges. Il y a un vrai challenge qui est celui de tous les entrepreneurs et qu'on rencontre également, qui est celui du modèle économique, en se disant on crée de la valeur pour la société et comment est-ce qu'on peut réussir à en faire une vraie entreprise sociale. Aujourd'hui, je pense que c'est un challenge qu'on a réussi à surpasser en réussissant à travailler avec tous ces acteurs dont je vous parlais, entreprises, collectivités, gouvernements, puisqu'on travaille aussi avec l'Élysée sur un programme. Et en disant qu'en fait, cette valeur-là, petit à petit, elle était reconnue par tous ces acteurs et que donc ils étaient prêts aussi à financer et à soutenir ce genre de modèle. Aujourd'hui, il y a un autre challenge qui est peut-être le challenge avec celui du modèle économique, qui est le challenge humain. Make Sense, on a commencé, on était 3 dans une cave, puis on était 10.
en termes d'équipe à temps plein. Aujourd'hui, on est une équipe de 60 personnes, dont 5 au Mexique, 5 à Dakar, au Liban, aux Philippines. Tout le monde a moins de 30 ans. Et donc, c'est comment est-ce qu'on crée un modèle d'organisation qui soit à la fois hyper fidèle à nos valeurs. On n'est pas là pour créer une communauté et refaire un modèle d'organisation hiérarchique. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en musique, pour garder une vision commune et pour garder un principe de bien-être au travail, hein, ça se pose aussi chez nous. Donc comment est-ce qu'on organise ces nouveaux modèles d'organisation? C'est un des deuxièmes challenges, et puis j'en parle parce que c'est un peu un challenge en ce moment quand en tant qu'entrepreneur, on arrive dans cette phase qu'on appelle le changement d'échelle, où on passe de 10 à 100. Voilà, mais qui est du coup en fait une nouvelle façon pour nous de tester des choses et puis si ça marche de les diffuser. Vous avez parlé tout à l'heure de cet exemple d'entrepreneur au sein d'Orange qui a réussi à mettre en place son projet. Je serais intéressé de savoir si justement ces entrepreneurs au sein de ces entreprises, est-ce que c'est une lame de fond que vous commencez à avoir ou non? Donc est-ce que finalement on peut entreprendre au sein d'une entreprise quand on travaille? Et est-ce que justement vous voyez un peu un changement de paradigme et de vision de ces entreprises qui laissent au sein de leurs organisations la possibilité à leurs collaborateurs de se lancer sur des projets entrepreneuriaux? Est-ce que vous voyez ça? Ouais, alors en effet, on parle du mot intrapreneuriat que vous avez sûrement déjà entendu et qui est l'entrepreneur mais au sein de son organisation. C'est clairement, je ne sais pas si c'est une lame de fond, mais c'est clairement une tendance aujourd'hui qui se dégage avec un peu en fait ces deux fantasmes de l'intrapreneur et puis de la collaboration avec les startups qui va nous permettre de résoudre tous nos problèmes. Aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a une vraie force dans les intrapreneurs, notamment parce qu'en fait, à la suite de ce fantasme de dire il faut travailler avec les startups parce qu'elles réinventent ce monde, etc., nous on se dit mais en fait la plus grande des richesses des organisations, est-ce que c'est pas leurs hommes, est-ce que c'est pas et donc du coup est-ce qu'on n'essaierait pas de libérer la créativité et l'innovation de ces personnes et puis de leur laisser un espace? Mais après, de la même façon qu'il ne faut pas que tout le monde soit entrepreneur, il ne faut pas que tout le monde soit intrapreneur. Et un des enjeux aussi, c'est comment est-ce que autour de ces entrepreneurs, qui sont la plupart très seuls dans leurs organisations et puis se battent contre tous les systèmes en place, comment est-ce qu'on arrive à créer des mouvements de communauté au sein de ces organisations pour soutenir ces entrepreneurs et pour se dire qu'en fait, on peut être entrepreneur, mais on peut juste avoir envie d'être contributeur pour faire avancer des projets d'innovation. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire que l'organisation et toutes ces personnes qui la composent puissent soutenir ces entrepreneurs? Donc pour répondre à la question, oui, c'est une tendance. Et je pense qu'aujourd'hui, les exemples de réussite sont trop peu nombreux parce que ces entrepreneurs sont souvent trop seuls dans leurs organisations et que peut-être une des clés, c'est justement de faire changer aussi l'organisation autour de ces entrepreneurs. J'imagine donc que vous avez des solutions pour les aider. On a des solutions pour les aider. On essaye en tout cas. En fait, on essaye de se dire ce qu'on a fait avec Make Sense, avec des entrepreneurs, des citoyens qui les aident autour. En fait, tout ça, adapté bien sûr à la culture des organisations, c'est des outils hyper puissants pour commencer et puis voir comment ça se développe. Pour revenir sur votre question, comment est-ce qu'on peut faire connaître, etc. Alizée est extrêmement modeste, donc elle dit rien en fait quasiment. Faut savoir qu'ils ont quand même, tu m'arrêtes si je me trompe, mais copiloté La France s'engage, qui est un énorme programme de l'Élysée avec combien de millions d'euros pour des entrepreneurs sociaux? 50. Voilà. Donc elle n'en parle pas. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, voilà. S'il y a quelqu'un dans cette pièce qui a fait des high five à François Hollande plusieurs fois, c'est elle, clairement. Elle n'en parle pas non plus. Et surtout, tu as oublié de parler d'un endroit où on peut aller et sentir la communauté Make Sense qui s'appelle l'incubateur Sense Space, qui est à la Bastille. Donc tu peux dire un mot parce que ça vaut le détour, hein, franchement. Donc en fait, je vous ai parlé d'une communauté qui est présente partout dans le monde, etc. Et puis il y a des endroits physiques où en fait cette communauté vient se catalyser et vient réunir tous ces entrepreneurs, ces bénévoles, etc. À Paris, ça se passe à Bastille, donc c'est un endroit de 600 mètres carrés, où on a des entrepreneurs au quotidien qui sont là, qui sont accompagnés, qui sont accélérés dans leurs projets, des événements à peu près tous les soirs, de gens qui viennent et puis qui vont aider tel entrepreneur qui lutte contre le gaspillage alimentaire ou tel autre qui développe la solution de Roger Voice, par exemple. Et puis c'est aussi un lieu où on accueille des entreprises, des ministères, encore une fois. Alors moi, j'aime pas trop ce sentiment parfois d'être un petit peu le zoo de l'innovation. Mais voilà, on essaye de faire venir et d'ouvrir au maximum tout ce qu'on fait parce que outre ces conférences-là, ça peut être aussi des façons très inspirantes de découvrir et surtout de rencontrer les gens qui le font. Parce que je crois que
tu le disais dans ton talk, et puis tout est une question de rencontre et de personnes qui font les choses, parce que c'est comme ça qu'on sent ce qui se passe. Et pour revenir juste sur François Hollande, on le sait que trop peu, mais on vit dans un pays, enfin en tout cas François Hollande, peu importe ce qu'il ait fait, a innové quand même sur ce champ-là, en se disant, en fait, pour résoudre les problématiques de notre société, soit on peut se dire, nous, on va dérouler tous nos moyens étatiques, mais lui, il a aussi su percevoir qu'il y avait de l'innovation sur le terrain, et donc il a monté avec le soutien de plusieurs fondations, un fonds de 50 millions d'euros, ce qui est une initiative quand même unique aujourd'hui au monde, en se disant, en fait, je vais tous les 6 mois identifier les 15 innovations les plus pertinentes sur le champ de l'éducation, de l'emploi, de la santé, etc. Et puis je vais les soutenir, à la fois avec de l'argent, mais à la fois en essayant de les connecter avec les bons interlocuteurs au sein des administrations publiques, parce que c'est ensemble, avec ces innovateurs et ces acteurs publics, qu'on arrivera à faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, ça s'appelle La France s'engage. On croise les doigts pour que ça soit maintenu dans les prochaines années. Et c'est un dispositif dont on parle beaucoup à l'étranger, parce que c'est quelque chose d'assez innovant dans l'approche qu'il y a derrière, et de se dire que c'est les innovateurs, les acteurs publics, les entreprises qui doivent travailler ensemble et main dans la main pour créer plus de valeur. Donc là, je comprends un petit peu mieux le fait que vous ayez derrière vous un certain nombre de fondations, de grandes entreprises, mais aussi un monsieur qui s'appelle François Hollande. Parce que sinon, effectivement, comment est-ce qu'on peut financer un tel dispositif, quoi ? Juste pour retenir, donc il n'y a pas de fondation derrière nous. En fait, j'ai entendu 50 millions d'euros. Oui, alors ça, c'est 50 millions, c'est le fonds, c'est pas pour nous, c'est pour financer les entrepreneurs. C'est un fonds pour financer les entrepreneurs. Nous, on promeut l'entrepreneuriat social, donc c'est comment est-ce qu'on crée des modèles économiques viables. Et donc, en fait, on a aujourd'hui 85% de nos financements en tant qu'équipe qui vient d'un vrai modèle économique, dans le sens où, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais c'est des prestations. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui nous donnent de l'argent gratuitement, mais c'est des gens qui disent « je crois dans ce que vous faites pour m'aider dans mon organisation, je crois dans ce que vous faites pour m'aider à innover et à me connecter avec tous les champs d'innovation qui sont autour de moi, et donc je vous rémunère pour le faire ». Et ça, c'est un grand principe qu'on a, qui est de dire je pense qu'on pourrait aller chercher plein de fondations, etc. Mais aujourd'hui, nous, les fondations, c'est généralement éphémère. Les financements publics, ça va, ça vient. Alors que si on crée des vrais liens d'apport de valeur mutuelle avec ces différentes organisations, on crée un modèle qui est beaucoup plus ancré et beaucoup plus viable dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est 85% de nos financements qui vient de là, et en effet, le reste de fondations belges. Alizée, merci beaucoup. Je crois que c'est... merci, Merci, on peut l'applaudir très très fort.